Quelle saison du Canadien! Pas le choix de l'admettre. Même le plus grand critique de la formation de Martin Saint-Louis n'a pas le choix de reconnaître que le tricolore a surpassé les attentes en 2025-2026. Ça, c'est sur le plan collectif. Mais sur le plan individuel, qui ont été les joueurs les plus méritants, les premiers de classe et qui ont été les derniers de classe? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ça y est, c'est fait. La saison 2025-2026 du Canadien est terminée. La saison régulière 2025-2026 du Canadien est terminée. L'équipe qui rentre par la grande porte en séries éliminatoires, on va affronter le Lightning dans ce qu'on espère sera une excellente série de premier tour. Peu importe le résultat de la dite série de premier tour, peu importe ce qui va suivre après si le Canadien se qualifie, on peut déjà y aller des méritas pour la saison régulière, pour ce qui vient de se passer. J'avais fait le même exercice à la mi-saison. C'est disponible juste ici. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, donc, voici de quoi ça avait l'air, le tier list à la mi-saison pour le Canadien. Alors, je vous rappelle, là, pour ceux qui sont déjà venus, et sinon, je vous montre de quoi ça a l'air pour ceux qui écoutent peut-être ce type de vidéo avec moi pour la première fois. Donc, en haut, il va y avoir le joueur le plus utile, le MVP. Pas de co-MVP ici. Vous pouvez m'écrire le message long de même comme vous le voulez sur pourquoi vous pensez qu'il mérite d'y avoir des co-MVP. Je ne le lirai pas. Blague à part, non, on n'est pas à maternelle, c'est la Ligue nationale de hockey. Il y a un joueur le plus utile. À la mi-saison, mon choix était Lane Hutson. Et ensuite de ça, les joueurs sont classés de A à D. Plus les joueurs sont collés sur la lettre, plus ils sont dans le haut de la catégorie, plus ils sont loin par là-bas, plus ils sont bas. Donc, dans l'exemple de la mi-saison, Lane Hutson était le MVP, Nick Suzuki était le deuxième candidat à mon avis, Cole Caulfield était ensuite de ça, et ainsi de suite, jusqu'à, malheureusement, Samuel Montembeault. Déjà, en regardant ça vite, il y a déjà quelques joueurs que je suis capable de dire qui vont changer de place. Jacob Dobèche, en partant avec la fin de saison qu'il a connu, spoiler alert, il va grimper. Il y a des joueurs, au contraire, qui vont descendre, comme malheureusement, probablement Zachary Bolduc. Malgré tous les efforts, malgré les choses qu'il apporte, je pense pas qu'on peut dire que c'est une saison en B pour Zach Bolduc. On va y revenir. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Vous voulez aller voir l'épisode de mi-saison au grand complet. Il est disponible sur ma chaîne. On répète donc, dès maintenant, le même exercice pour la saison complète 2025-2026. Suis ça avec moi en même temps. Laisse-moi tes impressions, bien sûr, comme toujours. Fais ton propre classement. Donc, sans plus tarder, on regarde ça. Cet épisode vous est présenté par Budweiser. Budweiser Québec a lancé le concours et le but méga gros lot. Un concours à l'échelle de la province conçu pour les fans de hockey d'ici et propulsé par les buts. Le gros lot avait débuté à 50 000 $ et pour chaque but marqué dans la LNH d'ici la fin de la saison 2026, 50 $ s'ajoutent à la cagnotte. Le gros lot est maintenant à plus de 150 000 $ Pour participer, vous n'avez qu'à acheter une caisse de Budweiser sélectionnée dans un couche-tard participant. Vous allez ensuite recevoir un billet à gratter révélant un NIP unique. Vous pouvez aussi vous rendre au budweiser.ca /aucun achat requis. Il suffit ensuite d'entrer le NIP dans l'application couche-tard pour courir la chance de gagner le gros lot. Le concours prend fin le 16 avril, 23h59 et 59 secondes. Il reste plus beaucoup de temps. C'est 18 ans et plus, aucun achat requis. Pour tous les détails, budweiser.ca /méga gros lot. Je t'ai mis ça dans la description pour te rendre ça facile. Un énorme merci à Budweiser, partenaire de ton boy Max. Donc, c'est très simple. Les joueurs sont classés par ordre alphabétique. Tous ceux qui seront candidats au titre de joueur le plus utile vont être gardés pour la fin. Donc, quand on va arriver à Caulfield, Suzuki, Hudson, on va les garder à la toute fin pour départager le joueur le plus utile. Sinon, on y va comme suit. Les joueurs sont classés strictement pour leur saison régulière. Ils ne sont pas classés en fonction de ce que je pense qu'ils vont apporter l'an prochain pour ce qu'ils ont fait par le passé, ce que je pense qu'ils vont faire en série, strictement pour la saison régulière. Et également, les notes sont données par rapport aux attentes envers les joueurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais pas moi. Prenons Ivan Demidov, il vient de faire une 60aine de points comme recrue dans la Ligue nationale de hockey. Si, je veux dire n'importe quoi, Cole Caulfield cette année avait eu exactement la même saison qu'Ivan Demidov,
il y aurait eu une note inférieure à Demidov parce que mes attentes envers Cole Caulfield à ce stade de sa carrière sont plus élevées. Et il les a surpassées, ces attentes-là. J'aurais dû prendre Juraj Slafkovský. Ça aurait été un meilleur exemple. L'exemple reste le même. Pareil. Josh Anderson. Tout dépend de comment on évalue Josh Anderson. Il faut vraiment s'admettre que c'est rendu un joueur de 4e trio, un joueur d'énergie. Je pense en fait que Anderson, justement, c'est un gars qui va avoir une grosse importance en séries éliminatoires. Par contre, il est noté pour sa saison régulière. Le Power Horse termine quand même sa saison avec une respectable production de 14 buts, ce qui, pour un joueur de désavantage numérique, de 4e trio, est tout à fait respectable. Est-ce que c'est suffisant? À la mi-saison, je l'avais mis dans le B. Il y a eu quelques blessures, a raté quelques matchs. Je suis peut-être généreux. Et d'ailleurs, ce sera un classement généreux. Je tiens à le dire, à la mi-saison, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Voyons, t'es donc bien généreux. » Yo, les Canadiens, borderline top 5 de la Ligue, mais qu'il faut être généreux. Dans une mauvaise saison, il va y avoir pas mal plus de joueurs quelque part ici. Dans une bonne saison, il va y avoir pas mal plus de joueurs quelque part ici. C'est normal. Josh Anderson va se retrouver dans la catégorie B. D'après moi, à la toute fin, il va être dans ceux qui étaient proches du B et du D. Owen Beck, parce que oui, tous les joueurs qui ont joué au moins pour un match pour les Canadiens sont là. Et je répète aussi, pour ceux qui sont là pour la première fois, pour les joueurs qui ont joué majoritairement dans la Ligue américaine cette année, ils sont basés strictement pour ce qu'ils ont fait dans la Ligue nationale. Et dans le cas d'Owen Beck, l'affaire avec Owen Beck, c'est que si tu m'avais dit au début de l'année qu'elle allait jouer strictement, la quinzaine de matchs qu'il a joué, il a joué 15 matchs pile, un but, aucune passe. Écoutez, je vais être honnête, si tu m'avais dit que ça allait être ça la saison d'Owen Beck, je t'aurais dit non, il a reculé dans l'échiquier de l'équipe. Je pense que c'est ce qui est arrivé cette année. Je pense qu'il va peut-être être maintenant une monnaie d'échange pour les Canadiens. C'est plate pour lui, mais Oliver Kapanen l'a vraiment devancé cette année. Samuel Blais, lui aussi, a joué tout près d'une quinzaine de matchs. Vous êtes très nombreux à continuer de réclamer qu'il soit rappelé pour les séries. Je vais être très surpris si ça arrive. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Samuel Blais a été très honnête quand il était là. Très, très, très honnête. Il y a quand même une récolte intéressante pour un gars qui a joué, j'ai dit, une quinzaine de matchs. Je pense que c'est 13 précisément. 5 points, 2 buts, apporter de l'énergie. C'est pas un gars qui était vraiment dans les plans de l'équipe. On l'avait amené peut-être pour être un joueur de 4e trio. Il n'a pas réussi à faire ça. Par respect pour ce qu'il a fait, je vais le mettre dans le C, sans plus. Mais honnêtement, il a bien joué quand il était là, Samuel Blais. Zachary Bolduc, j'ai un peu vendu mon punch sur celle-là en intro, là, mais Zach Bolduc, je m'attendais quand même à plus de sa part cette année. J'étais pas de ceux qui se disaient « Hey, ça va être un gars de 30 buts, vous allez voir, 2 premiers trios. » J'aurais aimé qu'on l'essaye avec Ivan Demidov, on l'a jamais fait. C'est une saison j'ai envie de dire en 3 temps. J'allais dire en 2 temps pour Zach Bolduc, c'est plus une saison en 3 temps pour Bolduc. Il a très bien commencé, période creuse. Après ça, il a bien fini. Je trouve que depuis le retour de la pause olympique, Zach Bolduc joue bien, mais la production n'est pas là. Et 12 buts, 18 passes, 30 points, c'est rien de catastrophique en ce qui me concerne. En début d'année, j'aurais dit 20 buts, au moins 40 points ou sinon tout près de 40 points. En fait, la production d'Oliver Kapanen ressemble plus à ce que je me serais attendu de Bolduc cette année. 22 buts, 37 points pour Kapanen. Finalement, pour Bolduc, c'est seulement 12 buts, 30 points. En même temps, il n'a pas été très utilisé dans le top 6. Un petit peu, pas tant que ça. 3e trio majoritairement, même du 4e trio par moment. Quand même eu la 2e vague d'avantage numérique pas mal toute l'année. Ça demeure quand même un C pour Zach Bolduc. Alexandre Carrier, lui, a eu une saison, j'ai envie de dire, en montagne russe. Ça a plutôt mal débuté. Il a été chambardé tout le long de la saison. Jamais de partenaire stable. Ça allait très bien avec Kaelin Goulet lorsqu'on l'a jumelé à lui avant sa blessure. Ça va être un B pour Carrier malgré tout. Je suis peut-être trop généreux, peut-être que je l'aime trop. Je pense quand même que comme 5e défenseur, c'est tout à fait bon ce qu'il offre à l'équipe, ce qu'il a offert à l'équipe. Le bas du B. C plus B-. Pour Alexandre Carrier. Cole Caulfield, bien sûr, est un premier candidat au titre de joueur le plus utile. On va en parler plus tard. Kirby Dach, encore une fois, cette année, malheureusement, les blessures pour Kirby Dach. En ce qui me concerne, j'ai abdiqué. Tu lui fais une offre qualificative parce qu'il est agent libre avec restriction. Perds-le pas pour rien. Échange-moi ça contre quelque chose. 15 points en 37 matchs, dont 8 buts. Insuffisant. Il y a quelqu'un dans un live récemment qui a fait l'excellente blague que Dach est tout le temps blessé ou rouillé. C'est à peu près ça. En ce qui me concerne, c'est une autre saison de perdu pour Kirby Dach.
That 70s line, quand ils est ensemble, j'aime ça, mais non, je m'attendrais à beaucoup plus de la part de Dak. Philippe Danault, depuis qu'on a fait son acquisition, moi, je suis tout à fait satisfait de ses services. Peut-être qu'il y en a qui ne le sont pas parce qu'ils s'attendaient encore un petit peu plus à du Danault 2021. Philippe Danault, c'est le 4e centre. Est-ce que ça a coûté cher faire son acquisition? Moi, je trouve pas, mais je peux comprendre que certains trouveraient qu'un choix de 2e ronde, c'est cher. Est-ce que son salaire est cher pour un 4e centre? Oui. Est-ce que le Canadien est bien meilleur avec Philippe Danault cette année dans l'alignement? Oui. Est-ce que son contrat est un boulet? Non. En ce qui me concerne, il est à peu près à la même place que Josh Anderson. Je mettrais légèrement devant Josh Anderson. Je trouve qu'il gagne des mises en jeu importantes. Il a contribué à améliorer l'unité de désavantage numérique. Il n'y a plus vraiment de production en ce qui concerne Danault. C'est le 4e centre. C'est très bien. Il a aussi allégé la tâche de Jake Evans. Noah Dobson. Je ne suis pas un détracteur de Noah Dobson. J'aime beaucoup ce qu'apporte Dobson. Il y a eu une petite période de creuse à la fin de la saison, conjuguée à sa blessure, qui ont fait en sorte qu'il n'a pas été capable d'atteindre le plateau des 50 points. Je ne suis pas 100% satisfait de la saison de Noah Dobson. Ceci étant dit, il est un des meneurs pour les tirs bloqués. La paire qu'il forme avec Mike Madison est excellente. C'est quand même un défenseur de 9,5 millions. Les attentes doivent être élevées envers Noah Dobson. Et pour cette raison, je vais le mettre dans le B. C'est pas une mauvaise première année à Montréal. Je m'attends à ce qu'il soit meilleur l'an prochain. Sa 2e saison avec l'équipe, plus habitué, tout ça. Je pense qu'il est capable de faire mieux, mais c'est pas non plus une mauvaise saison pour Dobson. Evans, j'avais été critique de lui à la mi-saison et je trouve qu'il a 100% racheté sa saison. Une excellente 2e moitié de calendrier. L'arrivée de Philippe Danault l'a grandement aidé. Il joue des minutes importantes. Son trio est plus souvent qu'autrement le 2e plus utilisé à 5 contre 5. Il est important dans les confrontations. Il gagne des grosses mises en jeu. Il a recommencé à produire un petit peu. Alors pour moi, c'est une très très bonne saison pour Jake Evans finalement. La 2e moitié de sa saison l'a sauvé. Galley. Pauvre Galley. Pauvre Galley, malheureusement, il est au bout du rouleau. On avait eu espoir l'an passé avec ses 20 buts, peut-être qu'il allait pouvoir être un bon allié de 3e trio. C'est plus juste le contrat. Galley, il n'est plus un joueur qui peut apporter vraiment grand-chose à une équipe qui est rendue, où le Canadien est rendu. Je vais être surpris si on le voit en série sans prendre des blessures. 7 buts, 23 points. Respect, Galley. Respect, mais au-delà de ça, malheureusement, ça sent la fin. Jacob Debèche va être notre premier joueur à entrer dans la catégorie A. Certains vont peut-être être tentés de le mettre dans les candidats MVP. Il faut quand même pousser égal. Il y a 42 départs. Il y a 42 départs au sein d'une équipe borderline top 5 de la Ligue qui a un gars de 100 points, un gars de 50 buts, un défenseur qui a frôlé les 80 points. Jacob Debèche n'est pas le joueur le plus utile de cette équipe-là. Par contre, il a été rien de moins que sensationnel. Il est le gardien numéro 1 de la saison 2025-2026. Il va commencer la saison 2026-2027 comme numéro 1. Il va commencer les séries éliminatoires. J'ai amplement confiance en lui. Il s'est énormément amélioré. Debèche, pour moi, sa plus grosse qualité, c'est que c'est un gamer. Même dans les matchs où il n'a pas particulièrement de bonnes rencontres, il ne faut jamais le compter pour battu. Il peut toujours avoir une bonne 3e période, permettre à son équipe de rester dans le match. L'arrivée de Marco Marciano, je crois, l'a beaucoup aidé. Il s'est amélioré techniquement au fil de l'année. C'est une excellente saison. Excellente saison pour Jacob Debèche. Jared Davidson, écoutez, j'ai absolument rien à dire sur Jared Davidson. Là, il est venu rendre quelques services à un certain moment de la saison, sans plus. Passons rapidement à autre chose. Oliver Kapanen, c'est un petit peu l'inverse de Jake Evans. Je vais quand même pas mettre Oliver Kapanen dans le C, là, inquiétez-vous pas. Là. Le gars a quand même marqué 20 buts cette année. Mais dans le sens où Kapanen a commencé très très fort. Après ça, ça a été des hauts et des bas. C'est un mandat difficile cette année. Il a été aux côtés d'Ivan Demidov pour presque la totalité du calendrier. Et écoutez, si on m'avait dit qu'il allait marquer... en fait, j'ai pris un pari que j'allais acheter un chandail de Kapanen s'il marquait 20 buts. Et il l'a fait! Et j'ai acheté le chandail. Fallait écouter les lives pour le voir. Là. Je l'ai montré. Les gens qui écoutent les lives, vous pouvez confirmer dans les commentaires que vous avez vu mon chandail d'Oliver Kapanen. Bref, c'est une bonne saison. C'est une très, très bonne saison recrue pour Oliver Kapanen. Il rentre définitivement dans le B. Considérant mes attentes envers lui, là, je vais le mettre entre Kapanen, entre plutôt Evans et Dobson. C'est une très bonne saison, une très bonne entrée en matière pour Oliver Kapanen. Patrick Laine, je suis désolé, mon Patty. 5 matchs, aucun but. T'es plus d'un blanc de l'équipe. Merci pour les beaux buts en 24-25. Adam Engstrom. J'ai souvent dit cette année qu'Adam Engstrom est rendu au point de sa carrière où
Si le Canadien était là où il était il y a 2 ans, il aurait passé la saison à Montréal, il aurait été un très bon 6e défenseur, il se serait amélioré en haut. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu de lui. Pas de flafla, pas non plus grand-chose de mauvais. Une bonne saison pour Engstrom. Je pense que sa qualité à lui et à Reinbacker va faire en sorte qu'on va peut-être être à l'aise de se départir de Struble, Jacky ou les deux cet été, ou simplement lui-même va peut-être être utilisé dans un package intéressant pour aller chercher un bon joueur à l'été. Mike Matheson a gagné le trophée Jacques Beauchamp. Mike Matheson a prolongé son contrat cette année. Il a accepté de devenir un défenseur à caractère plus défensif. Il est quand même allé chercher tout près de 40 points, 37 en 78 matchs cette saison pour Mike Matheson. Est-ce qu'il est le meilleur défenseur défensif de la Ligue? Non. Est-ce qu'il fait encore beaucoup de grosses erreurs? Oui. Est-ce qu'il est le vétéran de cette brigade et fait un excellent travail? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que Noah Dobson? Non. Est-ce que par rapport à lui-même, à ses attentes envers lui, je l'ai trouvé meilleur? Oui. C'était-tu clair ce que je viens de dire? Autrement dit, mes attentes envers Dobson sont plus élevées qu'envers Matheson. Je trouve que les deux ont joué à un niveau similaire cette année. Je pense quand même que Dobson est légèrement connu une légèrement meilleure saison. Mais par rapport aux attentes, je vais mettre Matheson. Tu sais, mettons un A-, alors que Dobson, ça va être un B+. Jacob Fowler a été excellent cette année. Jacob Fowler, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue dans la Ligue nationale, à part pour des blessures. Et même à ça, j'aurais aimé qu'on amène Capo Kakkonen. On ne l'a pas fait. S'il y avait arrivé quoi que ce soit à Jacob Debesch en série, je suis à l'aise avec Jacob Fowler. C'est une très bonne entrée en matière. Il a en partie, je ne vais pas dire sauver, c'est un terme beaucoup trop fort, mais il a vraiment contribué à sortir le Canadien, à sortir la tête du Canadien de l'eau au début décembre quand les deux gardiens, plus rien fonctionnait. L'arrivée de Fowler est venue redonner un second souffle à l'équipe. Depuis son deuxième rappel, il est très bon également. C'est une très très bonne première saison professionnelle pour Jacob Fowler. Et là, dans son cas, on prend uniquement les matchs dans la Ligue nationale de hockey et les matchs dans la Ligue nationale de hockey ont été très bons. Écoutez, Samuel Montembeault, on va le mettre avec. On va mettre l'année derrière parce qu'il a joué juste 5 matchs. Je pense pas que la carrière de Montembeault est terminée, loin de là. Est-ce que sa carrière à Montréal est terminée? En ce qui me concerne, la réponse serait oui. Je serais très à l'aise à aller de l'avant avec Debesch et Fowler l'an prochain, avec une alternance avec mes deux jeunes gardiens. Quand même attendre de voir ce qui se passe en série, mais moi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'une équipe contre des peanuts va peut-être prendre Monty cet été pour lui redonner une chance. Mais malheureusement, on a donné toutes les chances à Samuel Montembeault de se replacer cette année. Il ne l'a jamais fait. Il a terminé dans les 860. C'est rien de moins qu'une saison catastrophique pour Monty. Après 2 très bonnes saisons, c'est franchement décevant. Alex Newhook, il y a eu sa blessure. Quand il a été là, par contre, j'ai bien aimé Alex Newhook. C'est rien d'exceptionnel, c'est rien de mauvais non plus. La production a été bonne. C'est peut-être un petit peu sévère de le mettre derrière un gars comme Carrier. Fait que mettons-le ici. C'est une bonne saison pour Alex Newhook, qui est rendu un bon joueur, borderline top 6, mais top 9 au sein d'une bonne équipe. Il apporte de la rapidité. Il est capable vraiment de jouer au centre quand on a besoin de lui là. Capable de bien se positionner pour Ivan Demidov. Malheureusement pour lui, encore une fois, cette année, il y a eu des blessures. Mais honnêtement, sa production cette année est tout à fait respectable. Plus que respectable, même 25 points, dont 13 buts en 42 matchs. Ça aurait pu donner une saison de tout près de 25 buts et 50 points pour Alex Newhook. Comme je dis, comme 6e joueur d'un top 6. Savez-vous quoi? Je me trouve peut-être un petit peu sévère avec lui. Je me trouve peut-être un petit peu sévère avec Alex Newhook. Alors, on va le grimper. On va le grimper devant Dano. On va même le grimper devant Noah Dobson. On va le mettre juste ici. Du respect pour le nouveau crochet. Tiens. Lane Hudson est le deuxième candidat au titre de joueur le plus utile. Alors, on va le laisser juste ici pour l'instant. Je vous rappelle qu'il était mon MVP à la mi-saison. Juraj Slafkovský, quelle éclosion. J'irai pas jusqu'à le mettre dans la conversation pour le MVP, mais 30 buts, au-dessus de 70 points. Juraj Slafkovský est en train de devenir un vrai premier choix au total. Combien de fois a-t-on dit ces dernières années que le Canadien n'a pas repêché premier la bonne année, 1 an plus tard c'était Bédard, 2 ans plus tard c'était Celebrini. Juraj Slafkovský est en train de devenir un bon, pas un grand, mais un bon premier choix au total. Ce qu'il apporte, c'est beaucoup plus que des points. Il est le 3e joueur parfait pour Caulfield et Suzuki. Il évolue au sein d'un des meilleurs trios de la Ligue. Il n'est plus la 3e roue de ce trio-là. Il est un membre à part entière. C'est une énorme saison pour Juraj Slafkovský. Y a-t-il encore des choses à peaufiner? Définitivement. Je pense qu'il va faire partie, rien de moins, que de l'élite des joueurs de centre de la Ligue nationale de hockey. Florian Jacquet, c'est un petit peu comme Jared Davidson, dans le sens où il a à peine joué
Le premier match qu'il avait joué avait été très intéressant, je m'en rappelle. Mais sinon, je veux dire, Florian Jacquet, j'ai dit Harbert? J'ai peut-être dit Harbert. Florian est venu jouer 5 matchs. Pas vraiment grand-chose à dire sur Florian Jacquet. Il va le mettre dans le C juste parce que ça me tente. Juste parce que ça me tente. Caden Goulet, ça me fait mal au cœur, mais c'est à peine une moitié de saison jouée encore cette année. Le temps qu'il a passé au retour de sa blessure, ça a été difficile. Il a finalement trouvé son rythme en fin de saison. Je pense qu'il va être très important pour les séries. Je pense qu'il va avoir de bonnes séries. Je me répète par contre, c'est pas un classement sur ce que je pense qu'il va arriver en série. C'est un classement sur la saison régulière. Et Caden Goulet, cette année, a passé son temps à être blessé ou à chercher son rythme. Il y a eu quelques très bons matchs ici et là, sans plus. On peut se poser des questions sur sa durabilité. Veut-on vraiment de lui comme un membre important de la brigade défensive avec ses problèmes de blessure? La question de pose. Je pense que c'est un bon défenseur. Je pense qu'en santé, l'an prochain, il rebondit puis il met ça derrière lui. Le problème, c'est justement la santé. Et cette année, ça n'a pas été le cas. Ivan Demidov. Ivan Demidov aussi, là, mettez-le devant ou derrière Slav. Je vais le mettre tout juste derrière Slav, mais honnêtement, il pourrait, là, si j'avais eu à mettre des sous-catégories, derrière MVP, A+, A-, Slav, Demidov et Jakub Dobeš, c'est tous des A+. Ce sont 3 A+. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous le voulez. Moi, Ivan Demidov, il m'a montré qu'il va être exactement le joueur qu'on pensait qu'il était, c'est-à-dire qu'il va probablement devenir beaucoup plus tôt que tard le point central de l'attaque du Canadien de Montréal. Il est électrique. Il a fait ça avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement de son niveau. Le Canadien est une équipe qui aspire déjà à gagner, donc il ne peut pas juste faire des points, s'amuser, puis il apprendra le reste plus tard. C'est une spectaculaire première saison en Amérique du Nord pour Ivan Demidov. Une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au retour de la pause olympique, après un court passage à vide, il est revenu en force. Il a très, très bien terminé la saison régulière. Honnêtement, Joseph Veleno, man, j'ai été critique de ce gars-là cette année, mais respect au Vélégoat. Respect à Joseph Veleno. Clairement le 13, 14e attaquant du Canadien de Montréal, mais rend de précieux services lorsqu'il est de l'alignement. Je pense qu'au sein d'une formation moins bonne, il serait un très légitime joueur de 4e trio. Il a accepté de devenir ce type de joueur-là. Il fait bien sa tâche. La production offensive est inexistante dans son cas. C'est pas grave. Dans son rôle, il a connu une bonne saison. Joshua Roy est venu jouer 3 matchs à Montréal et malheureusement pour lui, il ne fait plus partie des plans de l'organisation. Il n'a pas saisi sa chance. Alexandre Texier, après des débuts tonitruants, c'est un peu calmé. Pas tant que ça non plus. On va le mettre dans la catégorie des Evans, Kapanen et Newhook, tiens. Très agréablement surpris d'Alexandre Texier. Une belle acquisition. Certains trouvent qu'on a peut-être prolongé son contrat trop tôt. J'irai pas jusque-là. Je pense qu'il va rendre de précieux services aux Canadiens encore l'an prochain. Il va en rendre des précieux en séries éliminatoires. C'est un gars qui a pu bouger dans l'alignement. C'est un gars qui a marqué des gros buts. C'est un gars qui a la rapidité apporte quelque chose de très intéressant. Belle acquisition de Kent Hughes. David Reinbacher, écoutez, il a joué 2 matchs. Il a joué 2 matchs, là. Fait, regardez, je vais le mettre juste ici. Il a été blessé encore cette année. Si Reinbacher, j'aurais dû créer une catégorie pas de notes pour lui, en fait. Il aurait été le seul dans la catégorie pas de notes. Il a connu, semble-t-il, une très bonne saison dans la Ligue américaine. Je dis semble-t-il parce que je ne regarde pas beaucoup de matchs du Rocket. De toute façon, on ne le classe pas pour ça, on le classe pour ce qu'il a fait dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que si Noah Dobson et Alexandre Carrier, leur blessure tarde à se rétablir, ils pourraient jouer en série pour avoir un rôle. Mais regardez, je vais le mettre là juste parce que j'ai bien aimé ces 2 matchs qu'il a joués, pour être honnête. Des matchs qui ne voulaient pas dire tant que ça grand-chose, ni pour le Canadien, ni pour ses adversaires. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser que Nick Suzuki est le 3e candidat au titre de joueur le plus utile? Reste donc Jacquet et Struble. C'est très drôle qu'ils soient les 2 derniers. Les 2, je trouve, ont... J'irais jusqu'à dire sauver leur saison avec la fin de calendrier. Avec les blessures à Carrier, à Goulet, en toute fin à Dobson. Les 2 ont répondu présent. J'aurais vraiment aimé que l'un d'entre eux saisisse plutôt l'occasion de vraiment cimenter son rôle de 6e défenseur. Aucun des 2 ne l'a fait, mais en ce moment, blessure ou pas, je trouve que les 2 mériteraient de jouer. Ça n'arrivera pas parce que si tout le monde est en santé, ça va arriver probablement au début, là, mais si tout le monde est en santé, après ça n'arrivera pas parce que ce sont les 6e et 7e défenseurs, mais les 2 ont très bien fini l'année. J'irai pas jusqu'à dire que, tu sais, regarde, je vais les mettre. Je vais mettre Struble fin B et Jacquet C+. Je trouve que les 2, vraiment, à peu près au même endroit. Struble a pris un léger ascendant.
Moi, c'est que je considère vraiment ces deux gars-là comme des 7e défenseurs sur une bonne équipe. Maintenant, 6e défenseurs sur une meilleure formation. Et voilà ce qu'ils nous ont offert cette année. Je pense que l'avenir de ces deux gars-là est ailleurs, avec Ryan Backer qui va faire l'équipe l'an prochain, ou t'en gardes un des deux comme 7e défenseur, comme je disais, et peut-être qu'Adam Engstrom sera envoyé sous d'autres cieux cet été. Restent donc les 3 candidats au titre de joueur le plus utile, Cole Caulfield, Lane Hudson et Nick Suzuki. Et je vais être 100% honnête avec vous. Peu importe votre choix, il est justifiable. Les 3 méritent d'être considérés. Il y a un argument à bâtir crédible pour chacun de ces 3 gars-là. Il ne peut y en avoir simplement qu'un, par contre. Et malgré le fait qu'il était mon joueur le plus utile à la mi-saison, c'est Lane Hudson que je placerai en 3e place. J'ai envie de dire que c'est même pas sa faute, c'est que Lane Hudson, lorsqu'il est envoyé du côté droit, clairement sa production en est affectée. Et ça, définitivement, c'est quelque chose que Kent Hughes doit régler l'an prochain. Lane Hudson doit non seulement être à gauche toute l'année, il doit avoir un partenaire stable toute l'année sur son flanc droit pour vraiment être le défenseur qu'on a vu à plusieurs moments déjà depuis le début de sa carrière, qui est rien de moins qu'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Contrairement à Caulfield et Suzuki, par contre, Lane Hudson n'a pas été à son meilleur en fin de saison. Et c'est là où, pour moi, il tombe 3e rang. C'est que Caulfield et Suzuki, pour une 2e année de suite, particulièrement Suzuki pour une 2e année de suite, là, parce que les deux en fin de saison ont été fous. Là. Je veux dire, Cole Caulfield est peut-être le joueur le plus en feu de la Ligue. C'est ce que je veux dire quand je dis particulièrement Suzuki. Particulièrement Suzuki pour 2 ans de suite, ont vraiment mis le club sur leurs épaules. Je crois encore à ce jour, en 2025-2026, que Nick Suzuki est le joueur du Canadien que ce serait le plus catastrophique s'il avait à avoir une blessure à long terme. Pire que Lane Hudson, parce que Lane Hudson, tu te dis, Matheson et Dobson peuvent pas faire ce que Hudson fait, mais offrir quelque chose. Dobson a déjà mis 70 points sur le tableau dans la Ligue nationale de hockey. Matheson aussi, c'est 2 gros bonhommes. C'est des gars qui gobent des minutes. Ce sont des vrais bons défenseurs de la Ligue nationale de hockey. T'as aucun centre qui peut faire même proche de ce que Suzuki fait. Imaginez un instant pas de Nick Suzuki. Ta ligne de centre devient quoi? Newhook, Kapanen, Evans, Dano? Tout, Jésus, ouch! Ce serait catastrophique. Sauf que le débat de MVP ne doit pas s'arrêter à qui, si on l'enlevait, serait le plus catastrophique, mais aussi dans les performances elles-mêmes. Qui a le plus élevé son jeu et contribué à la victoire? Et Nick Suzuki est le joueur de centre numéro 1. Il joue du désavantage numérique à l'occasion. Il affronte les meilleurs trios adverses comme joueur de centre. Il a fait 100 points cette année. Je pensais vraiment arriver ici et dire que Nick Suzuki était mon MVP 2025-2026, mais j'ai fait beaucoup de lectures dans les derniers jours et je vais être honnête, je donne le titre de joueur le plus utile à Cole Caulfield cette année. Le 2e plus grand total de buts donnant l'avance à son équipe dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Combien de buts gagnants? Oui, Juraj Slafkovský et Nick Suzuki, et même, ajoutons à ça, Lane Hudson, sont des passeurs hors pair. On peut même ajouter des mid-up en avantage numérique qui sont capables donc de donner toutes les chances à Caulfield. Mais honnêtement, j'ai de la difficulté à imaginer une meilleure saison de buteur d'un point de vue MVP que ce que Caulfield a eu. On dirait que tous les buts qu'il a marqués étaient énormes. Vous avez été combien à parler du fait qu'il n'y a eu aucun but dans un filet désert cette année? C'est rien de moins qu'exceptionnel. Et je pense vraiment que ça a été lui, le game changer du Canadien cette année, ce facteur X. Donc, au fil d'arrivée, par un bout de mon nez, qui est quand même un gros nez, là, vous me direz, c'est un bon point, je vais y aller avec Cole Caulfield. Si j'enregistrais cet épisode demain, je changerais peut-être mon fusil d'épaule et dirais Nick Suzuki. Mais moi, je ne donne pas de co-MVP. Donc, j'y vais avec Cole Caulfield et sa 50aine de buts cette saison. C'est absolument phénoménal ce que lui et Suzuki ont fait cette année. C'est dommage qu'il n'ait pas atteint le plateau des 90 points. Il manque un petit peu de souffle à la toute fin pour atteindre les 90 points. Encore une fois, si vous pensez que Nick Suzuki avec ses 101 points, son plus 37, probablement le fait qu'il va gagner le trophée Selke cette année, c'est lui le joueur le plus utile, ça se défend amplement. Pour moi, Cole Caulfield est
le joueur le plus utile du Canadien de Montréal en 2025-2026. Voilà donc mon classement, mes méritas pour la saison régulière du Canadien. Qui ai-je surestimé? Qui ai-je sous-estimé? Bien sûr, qui est ton joueur le plus utile? Partage-moi tout ça en commentaire. Tu as bien apprécié cet épisode et tu vas en écouter un autre. Il y en a un disponible juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!